Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sophie, je suis la spécialiste clinique de chez Fisher Paykel. Donc, aujourd'hui, je vous fais une formation sur l'Optiflow Junior, qui est un nouveau montage là, que vous allez avoir pour utiliser en pédiatrie. Sachez que l'Optiflow est une thérapie qui peut être utilisée tant chez l'adulte, le nouveau-né, le prématuré qu'en pédiatrie. Chez l'adulte, c'est déjà utilisé là, dans votre site depuis de nombreuses années et encore plus là, depuis le début de la pandémie. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir en fait qu'est-ce que l'eau débit nasal. On va voir aussi quels sont les mécanismes d'action, la clientèle cible et je vais vous parler là, du montage brièvement. Sachez qu'on ne va pas regarder en détail le montage, l'assemblage, l'installation, puisque ce sont les inhalothérapeutes qui vont s'occuper de tout ça. On vous donne la formation, je vais vous dire aussi comment pouvoir ajuster l'oxygène en cas de désaturation du patient. Mais pour le reste, là, ça va rester assez théorique pour vous. Si jamais vous avez des questions suite à la formation, vous pouvez toujours aller voir vos gestionnaires. Ils vont m'adresser les questions, puis je vais pouvoir y répondre si la formation n'a pas été suffisante. Donc, on le fait en virtuel présentement parce que c'est pas possible de le faire autrement. Par contre, dans un futur, s'il y a un besoin, ça va me faire plaisir de venir vous rencontrer pour répondre à vos questions avec le montage et tout. Alors, donc, on commence. Le haut débit nasal, qu'est-ce que c'est en fait? Bon, c'est un dispositif qui va nous permettre d'administrer au patient un mélange d'air et d'oxygène. On va le réchauffer et l'humidifier, donc avec un humidificateur. Donc, celui-ci, c'est l'humidificateur que vous allez retrouver à Saint-Eustache. Par contre, à Saint-Jérôme, c'est un autre modèle, donc c'est le plus récent où il va y avoir un écran tactile. Vous allez voir les paramètres. Donc, une petite différence. Pour ceux qui ont travaillé à d'autres endroits dans l'hôpital, c'est possible que vous l'ayez vu déjà, cet humidificateur-là, il est répandu partout. Donc, on va réchauffer et humidifier le gaz pour que ce soit confortable, pour qu'on puisse éviter l'assèchement des voies respiratoires du patient. Et on va ajuster un débit qui va être administré au patient. Donc, on parle du haut débit nasal parce qu'on va atteindre des débits pas mal plus élevés que ce que vous êtes habitué avec une lunette nasale standard. Donc, on parle là, des débits qui vont pouvoir aller jusqu'à 60 litres par minute chez l'adulte. Évidemment, en pédiatrie, ben, on a une clientèle qui part de quelques jours jusqu'à plusieurs années, donc 18 ans, 16 ans, ça fait partie, bon, je dirais plus 16 ans, de la pédiatrie. Donc, les débits vont être très variables. Puis, inquiétez-vous pas, là, il y a vraiment beaucoup de publications, même des protocoles qui sont publiés là, dans des sites de publication d'études qui sont là, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir à vous soucier là, des débits à régler. Encore une fois, il va y avoir un protocole, c'est une allothérapeute suite à la prescription médicale qui va régler le débit et la FiO2 sera selon la saturation visée. Donc, on utilise tout ce beau système-là avec une lunette nasale. On le voit sur l'image, là, c'est vraiment une petite lunette nasale. Sachez, puis ça, je vais le répéter souvent, puis je m'excuse d'avance si je le répète, mais je veux que ça soit clair. On le voit, là, puis je vais même zoomer ici sur l'image. On voit que c'est une canule nasale qui n'est pas étanche, hein. C'est un système qui est ouvert. On veut vraiment là, que la canule couvre environ 50 de la taille de la narine. Donc, c'est plus gros qu'une lunette nasale standard, ça va couvrir une plus grosse surface, mais on est dans un système ouvert. C'est pas comme un CPAP, ici c'est de la lunette haut débit. On ne veut surtout pas que ce soit étanche, on veut avoir un système bien ouvert. Donc, important de se souvenir de ça. Donc, c'est une lunette nasale qui est confortable, qui va être fixée sur les joues de l'enfant avec un petit système d'attache qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, c'est pas, vous voyez, là, c'est pas en arrière des oreilles, c'est au-dessus de la tête. Le système pourrait être même placé devant si l'enfant est sur le parent. Donc, on ne vient rien fixer, là, c'est vraiment les petites attaches qui vont retenir le tout. Et on a une belle petite clip dans le circuit qui va venir aussi supporter le poids du circuit pour éviter que ça tire dans l'interface. Donc, on voit là aussi que le tout est relié vers un mélangeur. Donc, le mélangeur, son travail, lui, c'est de faire un mélange d'air et d'oxygène.
Vous êtes habitué de régler un débit via un débitmètre mural, c'est un débit d'oxygène seulement. Donc, c'est de l'oxygène avec une concentration de 100%. Ici, c'est différent. On va séparer la composante débit et la composante concentration d'oxygène à l'aide du mélangeur. Donc, il y a un débit qui est réglé, qui est dans le fond la quantité totale de gaz qui arrive en litres par minute, et la concentration en oxygène est ajustée de façon indépendante. Donc, ça peut être 21%, qui serait de l'air ambiant. Ça peut être 30%, où là, on fait un mélange entre un peu d'oxygène et un peu d'air ambiant. Donc, ainsi de suite, jusqu'à 100%. Donc, on peut l'ajuster. La particularité de ça, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir administrer un débit au patient qui va venir remplir les besoins. On va le voir plus tard dans les mécanismes d'action et ajuster de façon indépendante l'oxygène. Donc, ça ne veut pas dire que quand j'utilise un haut débit, que j'utilise nécessairement une haute concentration d'oxygène. Je vais en parler un petit peu plus loin là, dans la pratique, les protocoles qui ont été publiés avec la pédiatrie, l'usage chez les bronchiolites, souvent, selon la saturation du patient, on va administrer un débit avec une concentration d'oxygène de 21% pour débuter. Souvent, on n'aura pas besoin d'augmenter, d'aller avec de l'oxygène, ce qui est l'objectif, hein, limiter l'administration d'oxygène. Donc, ça va être possible de le faire avec un dispositif comme ça. À l'inverse, si j'étais seulement branchée sur l'oxygène, je donnerais toujours du 100%, chose qu'on ne veut pas faire à des grands débits. Donc voilà pour la petite introduction de qu'est-ce que le haut débit nasal. Je vais penser ensuite sur la présentation pour vraiment vous montrer les mécanismes d'action de la thérapie. On le voit encore, là, il y a différentes tailles de canules qui vont pouvoir couvrir les différentes populations, puis je vais le voir plus en détail un petit peu plus loin. Fait on sait ce que le haut débit nasal est. On sait qu'il va venir couvrir les populations qui sont en détresse respiratoire hypoxémique. Donc, principalement, on dit hypoxémique, mais ça peut être une détresse respiratoire là, indifférenciée, là, qu'on ne sait pas la cause. Et c'est les mécanismes d'action qui font en sorte que on a une belle réponse du patient versus d'autres dispositifs que vous connaissez qu'on va utiliser. Donc, regardons en détail les mécanismes d'action. Donc, les premiers, là, vraiment, qu'on va regarder vont être au niveau de l'assistance respiratoire. Donc, le premier mécanisme d'action, on parle d'un effet de rinçage de l'espace mort anatomique. Et là, je passe tout de suite à mon petit vidéo. Vous allez voir là, comment ça fonctionne. Ça explique très bien le tout. Vous allez voir sur l'image là, un patient qui est sans assistance respiratoire, donc il n'y a rien du tout, et un patient qui est sur le haut débit nasal. Les couleurs vont représenter donc en turquoise le mélange d'air et d'oxygène, en bleu l'air ambiant et le fuchsia va être la présence de CO2. Donc, dans nos voies respiratoires, il y a de façon anatomique un espace mort qui est présent, qu'on va retrouver là, en plus grande quantité là, à la fin de la phase expiratoire. Puis là, on va le voir, c'est une vidéo d'animation, fait que vous allez voir tout ce qui se produit. Puis quand on a une lunette nasale à haut débit qui est en place, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir un effet de lavage des voies respiratoires supérieures. Donc, le débit continu vient créer une genre de turbulence qui va venir expulser le CO2 qui normalement est accumulé dans les voies respiratoires supérieures et le remplacer par le nouveau gaz qui est un mélange d'air oxygène en turquoise. Donc là, je pars le petit vidéo. Vous allez vraiment voir l'animation qui se produit là, tout au long du cycle respiratoire. Puis ça va vous aider à comprendre un peu qu'est-ce qui va se produire lorsque vous allez avoir le haut débit nasal en place versus si vous ne l'aviez pas. Donc, on est vraiment là en présence des gaz. Là, il n'y a rien qui se produit. Là, évidemment, on est il n'y a pas de cycle respiratoire qui est en action. On va voir là, justement le turquoise qui va prendre toute la place lors de la phase expiratoire. Donc, on inspire. Voici ce qui se produit. Donc, on voit vraiment là, la phase expiratoire qui va s'enclencher sous peu. Et le turquoise, mauve, peu importe, là. Moi, je vois que c'est pas turquoise, le fuchsia vient prendre la place là, complètement dans les voies respiratoires supérieures. Puis là, je mets un petit pause ici parce qu'on est dans la phase de fin d'expiration. Là, on voit vraiment clairement que le patient qui n'a pas aucune assistance, bien, les voies respiratoires sont complètement remplies d'une présence de CO2 versus le patient qui est sur haut débit nasal. Eh bien, lui, on voit qu'il y a à peu près le tiers des voies respiratoires supérieures qui a été remplacé par le nouveau gaz. Ce
qui va faire en sorte que lors de la prochaine inspiration, on va avoir toute cet espace-là, donc le tiers, qui va être remplacé par le nouveau gaz et donc pas réinspiré en termes de CO2. Donc, on diminue vraiment la réinspiration de CO2 puisque c'est vraiment comme un réservoir qui a été créé dans les voies respiratoires supérieures avec le nouveau gaz. Fait que ça, évidemment, ça va venir maximiser beaucoup la ventilation du patient, la ventilation alvéolaire en diminuant la réinspiration de CO2. Fait que ça, c'est à chaque inspiration. On voit les cycles continuer, là, mais c'est ainsi de suite à l'infini pour les échanges gazeux. Donc, vraiment, le mécanisme d'action là, va avoir cet impact-là pour réduire la réinspiration de CO2. Fait que ça, c'est notre premier mécanisme d'action. On regarde maintenant le deuxième mécanisme d'action. Donc, on parle d'une pression positive expiratoire dynamique. Donc, c'est important ici de garder ce terme-là. J'ai souvent entendu des gens dire que oh, le petit flot, ça fait un pipe. On ne peut pas dire que ça fait un pipe. OK? Puis ça, c'est bien important que vous le gardiez en tête. Oui, il y a une pression qui est générée, mais ce n'est pas un pipe. Premièrement, on ne règle pas une pression sur l'appareil, on règle un débit. Donc, on est dans un système ouvert. Ça, c'est le deuxième élément. La canule, comme si vous vous rappelez, j'ai dit, elle fait environ 50 de la taille de la narine. Donc, ça, c'est le deuxième élément qui fait qu'on n'est pas dans un système fermé qui va maintenir une pression contenue durant toute la ventilation. Par contre, il y a des études qui ont été faites avec le haut débit nasal qui sont venues utiliser des sondes qui étaient insérées au niveau du pharynx pour venir mesurer qu'est-ce qui se produisait en présence du haut débit et versus sans le haut débit nasal. Donc, ce qui se produit, évidemment, ça, c'est les études de Milesi. Puis, soit dit en passant, tout ce que je présente, si vous voulez avoir les références pour les lire plus en détail, ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Ils sont indiqués, mais des fois, on les cherche un peu longtemps. Fait que si vous voulez tout ça, là, ça va me faire plaisir de vous envoyer les références de plusieurs études. Donc, on voit que sans haut débit nasal, bien, on fluctue entre le positif et le négatif en termes de pression. Hein. Quand on est dans la phase inspiratoire, on est dans le négatif. Avec le haut débit nasal, bien évidemment, le cycle respiratoire va se produire un peu de la même façon. Par contre, on voit que les pressions sont toujours dans le positif. Hein. Même dans la phase inspiratoire, on va demeurer dans le positif. Puis, la pression la plus élevée va être vraiment là, dans la pointe là, de la phase expiratoire et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce qui fait que c'est important? Bien, évidemment, la pression va aider à diminuer le travail respiratoire, aider à diminuer la fréquence respiratoire aussi, parce que le patient va devoir expirer contre une pression, ce qui va impliquer qu'il va avoir une expiration qui va être beaucoup plus lente, beaucoup plus prolongée et profonde. Donc, on va venir diminuer la fréquence respiratoire. Ça, c'est vraiment un élément là, qui est clé là, dans la thérapie à haut débit avec l'espacement anatomique qui est réduit. C'est les deux points qui sont vraiment primordiaux là, dans la thérapie. Ensuite, bien, on a l'apport en oxygène qui, lorsque c'est un besoin, va avoir un impact assez important. Puis ça, je vous dirais, là, vous allez l'expérimenter lorsque vous allez avoir un patient qui ne saturera pas bien, que vous l'ayez mis sur une petite lunette nasale standard ou sur rien du tout. Quand on utilise le haut débit nasal, l'installation et la saturation du patient est quasiment instantanée après qu'on l'ait installé. Donc, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, on le compare avec la lunette nasale à bas débit. Donc, si j'administre une lunette nasale à bas débit, par exemple à un demi-litre par minute, c'est 100 d'oxygène. Hein. On le voit exprimé en vert, 100 d'oxygène qui arrive via cette lunette nasale standard-là que vous allez utiliser. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour venir combler le débit inspiratoire de pointe du patient, ce qui va faire en sorte que le patient va venir compenser avec l'air ambiant. Donc, il y a de l'air ambiant qui est entraîné à chaque inspiration pour venir combler son débit inspiratoire de pointe. Donc, on va se retrouver à diluer, par exemple, si le débit inspiratoire de pointe est de 5 litres par minute, on dilue le 0,5 litres avec l'air ambiant à 4,5 litres. Donc, ce que le patient reçoit dans ses poumons, c'est vraiment une estimation parce qu'il y a une dilution entre les deux gaz. Quand je regarde le haut débit nasal, l'objectif, c'est de régler le débit pour combler au minimum ou d'outrepasser le débit inspiratoire de pointe. Ce qui fait en sorte que quand je vais régler ma concentration en oxygène sur le mélangeur, évidemment, ça va faire en sorte que toute
l'air que le patient a besoin va arriver via la lunette nasale. Il n'y aura plus d'effet d'entraînement d'air de la pièce ambiante, il n'y a plus de dilution possible. Donc, ce que le patient reçoit dans ses poumons en termes de concentration d'oxygène, c'est connu. OK? On n'est pas dans l'inconnu, là. On va avoir vraiment une précision sur ce qu'on va administrer au patient, puis il n'y a plus du tout d'effet de dilution du gaz qui se produit. Donc, un autre élément qu'on considère assez important ici avec la thérapie. Le prochain point, ça concerne l'humidité qu'on va administrer au patient. Donc, évidemment, ici, l'humidité, ça va être un point qui va venir jouer sur différents facteurs. D'un, sur le confort du patient. C'est la première des choses. De deux, sur le système de transport mucociliaire. Donc, le système de transport mucociliaire, c'est notre système de défense des voies respiratoires qui va maintenir, dans le fond, le déplacement des sécrétions à l'intérieur des voies respiratoires. Puis les sécrétions, comme vous le savez, leur travail, c'est de venir rattraper tout débris pathogène de l'environnement et de les déplacer pour que ça ne demeure pas dans les voies respiratoires. Donc, on voit ici là, une couche de notre muqueuse respiratoire. Donc, on a des petits cils. Les cils, leur travail vont être de battre pour faire déplacer le mucus qui repose sur une couche aqueuse. Fait que ça, c'est vraiment une vue microscopique là, de la muqueuse respiratoire dans les poumons. L'objectif avec d'ajouter de l'humidité, c'est de s'assurer que ce système de défense-là demeure actif. Quand il est exposé à des gaz froids et secs, puis vous l'avez expérimenté, hein, on donne un demi-litre, vous savez comment c'est asséchant. Les patients se plaignent souvent de sécheresse ou vous le voyez de vos yeux là, avec la bouche pâteuse. Mais évidemment, ça vient affecter le système de transport mucociliaire puisqu'on vient puiser l'humidité dans tout ça et évidemment, le système de transport va stopper à un certain moment donné. On a des travaux qui ont été faits par Tatkov pour démontrer un peu l'impact du système de transport mucociliaire. Donc, je vais juste me pause une petite minute le temps que je l'explique. Donc, évidemment, c'est une vue microscopique du système de transport mucociliaire. Vous allez voir les petits cils qui battent là, avec la vue microscopique. Donc, on administre un gaz à 100 d'humidité relative sur la muqueuse. Ça, ici, c'est des trachées de mouton. Okay? Ça a été fait là, en in vitro. Donc, et on envoie un gaz aussi à 90 d'humidité relative pour voir l'impact que ça va avoir sur les deux systèmes. Donc, on voit les petits points noirs, c'est des débris. C'est des débris qui ont été mis là pour voir comment ça peut se déplacer. Fait qu'on voit qu'à 90 d'humidité relative, après seulement 15 minutes, il y a des endroits où ça ne bouge plus. Hein, il y a des cils qui ne bougent plus. Puis, les débris ont arrêté de se déplacer complètement. Mais quand on reste à 100 d'humidité relative, donc, on voit que les débris continuent de se déplacer. C'est pour vous démontrer que même juste un gaz un petit peu plus sec, qui n'est pas administré de façon optimale, ça peut avoir un impact sur le système de transport mucociliaire. Puis après 1 heure, on voit qu'il y a un assèchement complet de la surface qui s'est produit. Donc, l'objectif avec l'humidificateur, c'est vraiment d'administrer un gaz qui va être à 37 degrés Celsius. 37 degrés Celsius, c'est l'idéal à atteindre. C'est ce que le corps va faire de façon physiologique. Donc, il va être complètement saturé en humidité et on va s'assurer que le système de transport mucociliaire va demeurer actif. Donc, on évite vraiment là, les lésions de la muqueuse respiratoire. On va améliorer beaucoup là, la clairance des sécrétions. Sachez aussi là, que nos humidificateurs, ce qu'ils génèrent en termes d'humidité, c'est de l'humidité moléculaire. Donc, ça a la taille de 1/10 de micron. C'est trop petit pour transporter quoi que ce soit, des pathogènes. C'est vraiment très, très petit. Donc, il n'y a aucun risque pour vous d'être contaminé par ce type d'humidité-là. S'il y a quoi que ce soit, ça va demeurer dans le circuit. Là, il n'y a pas rien qui va être transporté. Fait que c'est une façon sécuritaire. Puis tout au long de la COVID, c'est le même type d'humidité qui était utilisé. Donc, voilà pour le volet humidité. Et le dernier élément va être au niveau du confort du patient. Fait que vous savez, avec les enfants, il n'y a pas grand-chose qu'on peut leur administrer et qu'ils vont tolérer. Donc, la lunette nasale, ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment fixée avec un système d'attache d'hydrocolloïdes, comme le duoderme en fait, avec un système de velcro. Fait que la canule peut être retirée et remise facilement sans enlever les attaches et venir irriter la peau de l'enfant. Fait que ça, on aime ça beaucoup. Sachez aussi que c'est un système qui est ouvert. Fait que quand l'état du patient
patient le permet, ils peuvent être nourris, plus facile pour le pot à pot avec les parents. Vous n'avez pas de risque que ça soit déconnecté ou qu'il y ait des fuites. Là, c'est vraiment bien fixé. Ils peuvent porter leur suce pendant qu'ils sont sur la thérapie. Là, il n'y a aucun problème. Donc, beaucoup plus confortable, mieux toléré. J'ai pas le temps dans la présentation de vous montrer le petit vidéo, là, mais je pourrais envoyer les liens si ça vous intéresse. C'est un hôpital pour enfants à Queensland, en Australie. C'est l'hôpital d'un chercheur qui est reconnu. Là, je vais vous parler de ses études sous peu, le docteur Shibler, où ils ont fait un petit vidéo qui démontrait là, comment eux, ils utilisent la thérapie et qu'est-ce que ça a eu comme impact. Fait qu'on voit vraiment des vrais patients là, avec les parents qui expliquent que c'est merveilleux parce qu'à partir du moment qu'ils ont été mis là-dessus, ils ont arrêté de travailler fort avec la thérapie. Donc, si ça vous intéresse, ce n'est pas des vidéos qui sont très longues, c'est à peu près 5 minutes, mais c'est intéressant. Donc, voilà pour le confort du patient. Ensuite, je passe dans le volet là, pour les données là, qui expliquent là, la pratique avec le haut débit, là, les données probantes. Donc, évidemment, la thérapie a évolué beaucoup. Hein. C'est le même principe qu'on a vu chez l'adulte. On part d'une unité de soins intensifs pédiatriques pour l'utilisation quand ça a été introduit. Puis, peu à peu, la thérapie est sortie des soins intensifs pédiatriques, c'est rendu à l'urgence et à l'étage. Donc, ce n'est pas une thérapie qui est uniquement utilisée dans les soins intensifs pédiatriques. Ce l'était au début, mais maintenant, on l'a sorti. Est-ce que les patients qui vont être là-dessus à l'urgence, ça va être les patients les plus moches ou à l'étage, ça va être les patients les plus moches? Non, évidemment, il y a des critères qui sont respectés dans les protocoles que quand le patient atteint tant de concentration d'oxygène, bien évidemment, il va y avoir un transfert dans une unité de soins intensifs pédiatriques. Fait que c'est sûr et certain que le fait que la thérapie puisse être ajustée selon avec une concentration en oxygène, un débit, ça permet d'avoir des patients qui, on va l'installer plus tôt sur des patients pour éviter qu'ils continuent de décompenser puis qu'ils finissent dans une unité de soins intensifs pédiatriques. Fait que c'est ça un peu le rationnel de sortir des soins intensifs, c'est de l'installer tôt pour éviter que le patient finisse aux soins intensifs pédiatriques. D'ailleurs, les études abondent dans cet objectif-là. Bon, c'est sûr que là, on voit les premières études du Dr. Shibler qui l'a utilisé là, chez des patients bronchiolites. Ça a été fait dans des unités de soins intensifs pédiatriques, mais là, ça date de 2011. Puis 2011, c'est la date de publication. Donc, ça veut dire que l'étude a commencé pas mal plus tôt. Ensuite, bien évidemment, on a amélioré un peu la pratique. Je ne vous parle pas de ces études-là en détail, là, parce qu'évidemment, le temps sera limité. Mais encore une fois, si vous les voulez, vous pourrez me les demander, ça va me faire plaisir. Donc là, dans le fond, ce qu'ils ont remarqué après ces études-là, c'est que l'utilisation précoce du haut débit nasal dans un service d'urgence avait réduit le taux d'admission aux soins intensifs pédiatriques et les taux d'intubation aussi. Et la plus récente, qui a été publiée en 2018, celle-là, je vais vous en parler plus en détail, c'est celle du Dr. Shibler et le Dr. Franklin. Donc, quand je vous parlais là, de l'Australie, le site à Queensland, c'est là qu'ils sont. C'est un très gros échantillonnage de patients. Là, pour ceux qui suivent la littérature là, chez les études pour les patients pédiatriques, 1472 patients de moins de 12 mois, c'est quand même très gros, donc très significatif aussi. Ça a été fait dans 17 centres différents où il y avait un service d'urgence et un service de soins. Ça, c'est vraiment un étage de pédiatrie. Les hôpitaux qui participaient à ça n'avaient pas nécessairement de soins intensifs pédiatriques. Puis là, on cherchait à comparer la pratique du haut débit nasal avec une lunette nasale à bas débit chez les patients de moins de 12 mois qui étaient atteints de bronchiolite. Donc, c'est une étude randomisée contrôlée, ce qui veut dire qu'on vient diminuer beaucoup l'effet biaisé parce que randomisé contrôlé, c'est que c'est de façon aléatoire. Le patient arrive, rencontre les critères d'inclusion et là, on va le mettre de façon aléatoire dans l'une ou l'autre des thérapies. Donc, je vous montre un peu brièvement le modèle de l'étude. Donc, la lunette classique, c'était vraiment la lunette nasale à bas débit qui pouvait être utilisée là, jusqu'à du 2 litres par minute. Donc, évidemment, c'est du 100% qui est administré. Et une fois que le patient était stable, on allait sevrer l'oxygène pour revenir à 21%. Par la canule à haut débit nasal, évidemment, le gaz était chauffé et humidifié et c'était un mélange d'air et d'oxygène. Le débit était démarré à un taux de 2 litres par minute par kilo. Okay? Fait que, par exemple, un patient de 5 kilos, on allait lui administrer 10 litres par minute de débit.
La FiO2, pour la concentration en oxygène, bien évidemment, on voulait s'assurer que le patient allait avoir 21 pour les 10 premières minutes si la saturation là, était entre le 85 et 89 Si après 10 minutes, la saturation n'était pas remontée, bien évidemment, on allait augmenter la concentration en oxygène. Une fois que les patients étaient stables, on allait sevrer la FiO2 jusqu'à 21 puis la canule nasale est retirée. Ici, je mets l'emphase là-dessus parce qu'il y en a qui vont sevrer le débit. Dans ses études, puis Dr. Shibler, son protocole est comme ça à travers l'hôpital, il ne sevre pas le débit. Le débit reste toujours pareil, c'est la FiO2 qui vont sevrer. Et après un certain temps, là, je pense que c'est quelques heures, ils vont retirer la thérapie au complet. Ce qui évite d'étirer, en fait, le séjour du patient en sevrant graduellement le débit ensuite. Donc, je vais aussi, dans son étude, ce qu'il a démontré, c'est qu'on pouvait secourir un patient sur le traitement classique avec le haut débit nasal. Ça, c'était une des choses qui pouvait être fait. Et le traitement échouait évidemment si on avait 3 des 4 critères qui étaient remplis ici. Donc, une tachycardie persistante, une tachypnée persistante. Là, évidemment, c'est un résumé. Hein. Si vous voulez les détails, il faut lire l'étude. Une administration croissante en oxygène, bien évidemment, et des outils d'alerte que l'hôpital avait établis. Donc, les résultats, ce qu'on veut tout le temps voir. Donc, premièrement, l'échec thérapeutique s'est produit avec le traitement classique dans 23 des cas versus avec l'Optislo Junior, 12 des cas. Fait qu'on a sauvé à peu près 50 des patients là, en utilisant l'eau débit nasal. Et ce qui a été fait ici, bon, dans les cas où on a eu un échec du traitement, on a pu secourir 39 des patients avec le haut débit nasal, ce qui était quand même intéressant. Et ce qui était intéressant aussi de démontrer dans cette étude-là, c'est qu'il disait qu'il n'y avait pas de différence significative si on commençait par la lunette nasale classique puis qu'on finissait par le secourir avec le haut débit que si on avait commencé dès le départ avec le haut débit. Fait qu'il disait toujours que c'est mieux pour ces patients-là de commencer avec la thérapie haut débit versus de passer de un à l'autre. Pour ce qui est des taux d'intubation, bien évidemment, la p-value n'est pas significative. Là, ça reste là, dans les mêmes paramètres. Voilà pour l'étude de le Paris. Donc, on l'appelle le Paris 1 parce que présentement, le Dr. Shibler et le Dr. Franklin sont en train de faire le Paris 2 qui va cibler la clientèle de 12 mois à 4 ans. Ils ont d'ailleurs publié leur protocole de cette étude-là qui a été mis sur les sites. J'ai partagé avec votre équipe là, ce petit document-là, le Flow Matters édition 16, qui explique dans le fond la littérature, c'est un résumé des études qui ont été publiées, les concepts avec le haut débit. Puis, à la fin du document, on a résumé un peu qu'est-ce que le protocole justement de l'étude Paris 2. Sur ce lien-là, quand on clique, on arrive directement au lien là, pour avoir le protocole en entier du Paris 2. Fait qu'évidemment, puisqu'on a des patients de plus de 12 mois, il fallait écrire des débits, des réglages des débits un petit peu plus précis, hein, parce que si on conserve la règle du 2 litres par minute par kilo, puis j'arrive avec un enfant de 30 kilos, lui mettre 60 litres par minute, c'est quand même trop. Donc, si on se fie ici à la règle du Paris, bien évidemment, on voit que je viendrais mettre un 35 litres pour un patient de 30 kilos. OK? Fait que ça fait beaucoup plus de sens et c'est ce qu'ils utilisent dans leur centre depuis, je vous dirais, là, de nombreuses années. Ça a été peaufiné au fil du temps, mais c'est ce qui est utilisé. Donc, voici la règle du protocole du Paris 2. Pour ce qui est de l'humidité, bien évidemment, on administre l'humidité avec le haut débit. Dans le Paris 2, il suggère que pour l'oxygène, ça soit initié à 21 OK? Si, par contre, la saturation est en bas de 85 ou que la saturation reste à 92 après 10 minutes ou après le début du traitement, bien, la FiO2 doit être administrée pour atteindre la saturation visée de 92. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du protocole du Paris 2. Ça restera à voir ce que votre protocole va dicter là, suite à les prochaines formations. D'après moi, ça risque de ressembler à ça.
Donc, évidemment, les 60 premières minutes, c'est vraiment votre indicateur. On va le voir un petit peu plus loin dans la présentation, qu'est-ce qu'on va surveiller. Puis, pour ce qui est du sevrage, je l'ai déjà mentionné, là, on sevre la FiO2 pour commencer. Je retourne dans ma présentation ici. Donc, plusieurs choses ont été évaluées au fil du temps, comme est-ce qu'on pourrait mettre plus que du 2 litres par minute par kilo. Puis les études ont démontré que ce n'était pas nécessaire non plus d'aller avec des plus hauts débits. Fait qu'on voit vraiment que l'oxygénothérapie à haut débit peut être utilisée comme simple dispositif d'oxygénothérapie, même si c'est du bas débit, mais l'humidifier. Donc, ça, c'est possible. Ça permet de l'installer en l'installant plus tôt. Ça nous permet aussi d'éviter l'escalade thérapeutique, de stabiliser le patient plus rapidement. Éviter justement des décompensations et des transferts. Là. Pour les centres qui l'utilisent depuis longtemps, ils ont vu l'impact que ça peut avoir de l'installer là, tôt. On voit que la littérature supporte beaucoup les études pour des patients qui touchent les bronchiolites, un peu chez l'asthme, puis un petit peu aussi au niveau là, du syndrome de détresse respiratoire générale. Les facteurs qu'on va devoir surveiller donc pendant l'installation, donc je parlais tout à l'heure du 60 minutes, encore une fois, c'est toutes des choses qui sont appuyées par la littérature. Donc, on voit là, que pour un succès, on veut vérifier au niveau de la fréquence respiratoire qu'il y a une amélioration de la fréquence cardiaque et une amélioration du travail respiratoire. Pour les mises en garde, on va s'assurer que s'il n'y a pas d'amélioration de la fréquence respiratoire, pas d'amélioration de la fréquence cardiaque et pas d'amélioration au niveau de la saturation en oxygène, bien évidemment, c'est un facteur de mise en garde qui voudrait vous mener à la prochaine alternative qui est, selon moi, dans vos cas, le transfert. Fait que 60 minutes, c'est quand même pas très long, là, puis si vous ne voyez pas d'amélioration, bien évidemment, c'est le temps de passer à autre chose. Pour ce qui est de la canule nasale, je vous explique un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Oups, j'ai été trop loin. Donc, voici à quoi elle ressemble. Évidemment, ça vient par différentes tailles. Le nalothérapeute va choisir celle qui va couvrir environ 50 de la taille de la narine. Donc, ils sont habitués, là, ils le font déjà chez l'adulte. Celle-ci est quelque peu différente. Là, on voit la tache qui est ici. C'est une plaquette d'hydrocolloïdes. On les appelle les wiggle pads qui viennent avec la canule, sont fixés à la joue et évidemment vont pouvoir maintenir la canule en place. Il y a un connecteur de couleur, c'est identifié selon la taille qui a été choisie. Le petit tube ici, il y a une petite spirale de métal qui nous permet d'éviter qu'il y ait il y ait un kink dans la petite tubulure, puis qu'il n'y ait pas de débit qui se rentre. Donc, la petite spirale, elle est là pour ça. Les plages de débit vont de 0,5 à 50 litres selon la taille choisie. Évidemment, le 50 litres par minute, c'est la limite de la canule et non le débit qui sera administré à l'enfant. Pour les débits, on reste avec les protocoles que je viens de vous montrer. C'est une canule qui est très souple, donc très confortable. Fait que vous allez pouvoir y toucher là, quand vous aurez le matériel. Vraiment beaucoup plus confortable qu'une lunette standard là, qui pourrait irriter le nez de l'enfant. Parenthèse ici, là, c'est une canule qui a une petite vague qui va permettre de vraiment rester dans le nez de l'enfant. Ça ne sort pas. Là. Et des fois, il y a des canules qui sortent de la narine, mais la petite vague va permettre de le garder bien à la place. Bien en place, pardon. Donc, voici les gammes de taille qu'on a. Donc, les petits pictogrammes de la mère, on adore ça. C'est très mignon pour les enfants. Donc, évidemment, l'extra small, c'est une taille qui est prématurée. Je ne crois pas que vous ayez cherché ça. La small, des fois, vous avez des tout petits qui arrivent là, dans votre centre à l'urgence. Ils ne sont pas vieux, ils ont des petits nez. Ça se peut que vous voyez la rouge. Sinon, ben, les plus utilisés, c'est vraiment à partir de la médium jusqu'à la extra large. C'est des tailles qu'on va voir plus souvent. Il y a des indices de débit, donc c'est les débits maximum, encore une fois. Là, vous voyez, chaque canule a un débit maximum. Et évidemment, ces débits-là, ce n'est pas le débit qu'on va nécessairement régler, mais c'est la limite qu'on peut mettre. Fait que, par exemple, avec la médium, je ne pourrais pas aller mettre 12 litres. Okay? C'est vraiment 10 litres ma limite. Pour ce qui est du poids, c'est encore une fois un indice. L'âge gestationnel aussi. Un indice, ce n'est pas notre critère pour choisir la taille de la canule. Encore une fois, c'est la taille de la narine. Ce n'est pas parce qu'on a un enfant de 6 mois qu'il y a un nez qui est standard comme tous les autres enfants de 6 mois. Il y a des différences. Donc, c'est vraiment juste un indice qu'on peut avoir.
Ici, j'ai rien à couvrir pour vous. Faut qu'on va retourner au montage. Toum, toum, toum. Il y a une petite charte ici que je vais vous envoyer. C'est une charte aide-mémoire. On voit là qu'il y a un indice là, pour la taille de la narine. On voit aussi le wiggle pad qui est associé à chaque canule. Il y en a qu'on peut remplacer. Je vais vous montrer dans la vidéo, en fait, là, pour l'installation du wiggle pad, comment ça peut être fait. Si jamais vous voulez le visionner en entier, je ne le passe pas en entier parce que vous ne faites pas l'étape d'installation initiale. Mais si vous voulez le visionner en entier, il est disponible sur YouTube. Euh, c'est une vidéo là, qui va montrer l'installation du début à la fin. Donc, sachez que la canule doit être installée là, sur des joues secs. Si on a des joues mouillées, humides, l'hydrocolloïde, ça ne colle pas. Fait que la première étape, là, quand on l'installe, c'est vraiment de venir décoller la première moitié de la tâche adhérente. Puis, on va essayer de ne pas venir mettre nos doigts ici sur la section. Plus on va y toucher, moins ça va coller. Fait on assèche les joues, on va s'assurer de ne pas venir mettre nos doigts là et on va l'installer. Donc, important de ne pas aller trop coller sur le septum. On veut laisser un petit espace parce que plus on le colle, bien, ça peut créer un point de pression. Donc, on évite ça. On colle la première partie et une fois que la première partie est bien fixée, on va venir enlever la deuxième section. Ça s'installe, là, je vous dis, en 10 secondes. C'est très rapide. On colle bien la petite plaquette d'hydrocolloïde qui va coller beaucoup mieux sur une peau d'humain que sur une peau de plastique comme ça ici. Donc, ça, c'est vraiment l'étape initiale que l'inhalothérapeute va faire. Si jamais, bon, ça démontre là, que c'est trop, trop gros, on veut avoir un espace, là, on voit à peu près le 50 de la taille de la narine. Si jamais vous remarquez là, que la canule est trop près du septum puis vous voulez la redéplacer, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une histoire que je l'installe une fois puis il est trop tard, j'ai manqué mon coup. C'est toujours possible de venir la décoller et la replacer. On va le voir dans un instant. Si l'enfant est sur le côté, on veut s'assurer que les petites tubulures, là, j'en ai parlé au début, qu'ils ne soient pas sous le patient ou sous sa tête. Donc, on veut vraiment la mettre vers le haut. Ça peut être devant aussi l'enfant. On ne les met jamais autour des oreilles. Vous allez voir que c'est pas le même type d'installation qu'une lunette standard puisqu'elle est bien fixée au niveau des joues. Donc, évitez de la serrer autour de la tête. On ne veut vraiment pas ça. Donc, pour retirer la canule Optiflow Junior 2, vous allez tout simplement venir mettre votre doigt sur la plaquette d'hydrocolloïde. De l'extérieur vers l'intérieur, vous retirez la canule. Fait que c'est vraiment un système de velcro. Même principe de l'autre côté. Vous pouvez venir faire la toilette nasale si vous avez besoin de le faire ou peu importe et la replacer ensuite sur les systèmes de velcro. Donc, on n'enlève jamais le petit wiggle pad. Le wiggle pad, on le retire quand on a terminé la thérapie ou si vous avez besoin de le remplacer. Fait que, par exemple, ils ne collent pas bien. Lorsque vous voulez les retirer, c'est important de les retirer doucement avec un linge mouillé. Donc, là, sur l'image, ils vont voir, là, son linge, je sais qu'il n'y a pas de l'air mouillé, là, mais ça prend un linge mouillé. Donc, on va vraiment le venir glisser doucement sous le petit wiggle pad pour le retirer en douceur. L'hydrocolloïde avec de l'eau, ça s'enlève vraiment facilement. Pour le remplacer, le wiggle pad, il y en a de rechange. On vient tout simplement ouvrir l'emballage du wiggle pad de rechange et on vient l'installer sur la canule directement. Et on va refaire l'étape d'installation comme au début. On n'a pas besoin de changer les deux wiggle pads, là, ça peut être vraiment un à la fois. Dans la vidéo ici, elle démontre qu'elle le fait quand il est encore attaché au visage de l'enfant. C'est sûr que vous avez un patient qui est super instable, vous allez peut-être vouloir le faire comme ça, mais sinon, je vous dis, c'est assez compliqué. Là. Vous savez que c'est une poupée, hein? Vous êtes conscient, vous savez comment ils bougent les enfants. Fait que vous pouvez la retirer au complet, vous allez être pas mal plus efficace et rapide en le faisant comme ça. Et on la replace là, au visage de l'enfant, comme je disais, là, comme l'étape initiale, avec la deuxième section qui est retirée. Ça, je peux vous fournir aussi des étapes là, imprimées là, de tout ça. Ça peut être un bon aide-mémoire.
Donc, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est au niveau du mélangeur. Donc, tantôt, vous avez vu là, le montage avec l'humidificateur, le mélangeur. Le mélangeur ici, c'est celui que vous allez avoir, c'est le Max Blend 2 bas débit. Donc, il y a une graduation sur son débitmètre ici de jusqu'à 30 litres, étant donné qu'on va l'utiliser en pédiatrie. Fait que ça, c'est un appareil qui va être connecté avec deux tubulures, une d'air, une d'oxygène, dans la canalisation murale. Comme je le disais, le nalothérapeute va régler le débit. Par exemple, je vais régler 10 litres pour un enfant de 5 kilos. Et vous ne devriez jamais toucher au débitmètre. OK? Ça, c'est l'inhalothérapeute qui s'en occupe. Puis j'ai même demandé à ce qu'ils vous mettent des petits p-touch avec des informations que ne pas toucher. OK? Ce n'est pas via le débitmètre que vous allez ajuster la concentration en oxygène. Si un patient désature, ce que vous allez toucher, c'est vraiment la roulette ici. Puis peut-être même faire un petit p-touch sur la roulette pour dire oxygène. Donc, c'est vraiment là, on le voit, là, il est écrit, mais ce n'est pas très gros. Là. Donc, c'est là où on va ajuster. Donc là, je suis à 21 si je veux augmenter la concentration d'oxygène, je vais tourner un peu la roulette. Puis, vous voyez à l'écran le chiffre précis qui va apparaître. Donc, en tournant la roulette, le chiffre ici va apparaître pour ajuster la concentration en oxygène. Donc, je le répète encore une fois, si on veut, si un patient désature et que vous voulez toucher à l'oxygène, c'est vraiment avec la roulette ici que vous allez le faire. Même principe, si on veut sevrer le patient d'oxygène, on va en retirer. C'est en tournant la roulette plus vers le 21 qu'on va pouvoir fermer la concentration d'oxygène. Il y a une petite lumière avec si vous arrivez puis il fait noir, vous pouvez appuyer sur la lumière, ça va vous donner un rétroéclairage. Il y a la possibilité aussi de régler des alarmes hautes et basses FiO2. L'inhalothérapeute va être en mesure de faire ça. Il y a une petite valve ici sur le côté. Important là, de respecter là, la valve selon le débit que vous allez utiliser. Donc, ça devrait être toujours à plus que 3. On s'assure de ne pas y toucher. Ça concerne là, la fuite intentionnelle du mélangeur. Il n'y a rien d'autre à savoir par rapport à ça. Donc, voilà pour le mélangeur. Donc, c'est la roulette que vous touchez. Le débitmètre, on ne touche jamais. Puis, je sais que vous êtes habitué quand vous voulez ajuster l'oxygène, un patient de sature, vous allez probablement tourner le débitmètre pour donner plus d'oxygène, mais là, c'est vraiment un mélangeur, fait que le concept est différent. Fait que je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, votre attention que pour un patient qui désature, vous voulez donner plus d'oxygène, c'est la roulette qu'on va venir toucher tout simplement. Donc, voilà pour la formation. Ça va venir conclure là, ce que je voulais couvrir avec vous. Pour les petites vidéos, là, je vais toutes donner en référence à Andréane. Elle pourra vous les fournir. Puis, si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas. Puis, j'espère pouvoir vous rencontrer en personne éventuellement. Merci tout le monde.